Ok, donc on va commencer maintenant pour montrer comment mettre en place les éléments. On va commencer dans le même ordre que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par le RDP. Parce qu'en même temps, c'est aussi le plus simple à lancer l'activation du RDP. Donc pour ça, on va cliquer sur la barre de recherche en bas. On va taper distance, enfin DIST. Et ce qui nous intéresse, c'est paramètres du bureau à distance. Pas la connexion bureau distance, mais le paramètre du bureau à distance. Et on clique dessus quand on l'a. Justement, il faut l'activer pour qu'on puisse se connecter sur la machine où on l'active. Si par contre vous êtes le serveur, enfin la personne qui veut vous connecter, vous n'êtes pas forcément obligé que le bureau à distance soit activé, si c'est vous qui vous connectez. Par contre, si c'est un ordinateur sur lequel vous devez vous connecter, il faut activer le bureau à distance. Distance, D-I-S-T, normalement ça suffit à le trouver. Hein? Oui. Et ces paramètres de connexion à distance. Voilà. Et donc là, vous faites activer. Sur le PC sur lequel vous voulez vous connecter, qu'il faut que ça soit activé. Donc là, il va vous demander de confirmer la connexion. C'est paramètres de connexion à distance. Pas bureau. Si ça apparaît, voilà. Parce que c'est pour ça que des fois il apparaît pas en premier. Voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous êtes connecté. Après, à partir de là, on peut se connecter à votre machine. Après, il y a quand même quelques petits paramètres sur lesquels on peut jouer. Par exemple, garder le PC prêt pour la connexion, ça peut éviter certains éléments de s'arrêter et qui empêcheraient de pouvoir se connecter. Par exemple, une chose qu'il ne faut pas oublier, si vous connectez avec la connexion comme ça et que vous préparez un ordinateur pour qu'il soit toujours prêt à la connexion, c'est qu'après dans l'alimentation, il faut enlever ce qui est la mise en veille et surtout l'arrêt du disque dur. Parce que si vous si vous oubliez d'arrêter d'enlever l'arrêt du disque dur, la machine va en fait avoir du mal à se reconnecter derrière et du coup vous pourrez plus accéder à distance à la machine. Et ici après on a des paramètres avancés où justement on retrouve ici le port à distance. Et ici, vous avez directement un lien qui vous montre comment changer le port à distance. C'est directement un lien sur Internet, sur le site de Microsoft, qui vous explique clairement la procédure si jamais vous aviez besoin de changer le port. Mais bon, on verra que c'est pas forcément nécessaire de le changer. Et après, un autre élément qu'il y a dans le menu précédent, c'est les comptes d'utilisateurs. C'est-à-dire ça permet de dire que seulement certains utilisateurs vont pouvoir se connecter à distance. Parce que du coup,
même si on peut dire que tout le monde peut se connecter à distance, mais on peut dire qu'il n'y a qu'un seul utilisateur, le responsable administratif par exemple, qui va pouvoir se connecter à distance sur cet ordinateur-là. Ce qui peut éviter que tout le monde essaye de se connecter un peu n'importe comment à votre ordinateur. Ouais. Là, donc, vous tapez distance, D-I-S-T, même suffit, pour trouver les paramètres d'accès à distance. Donc là, on l'a activé. Et maintenant, je vais vous montrer du coup comment vous allez pouvoir essayer de vous connecter à un autre ordinateur. Donc, pour se connecter, étant donné que c'est déjà prêt, on va retourner dans la recherche. On va pouvoir retaper distance. Ou DIST, normalement ça suffit. Là maintenant, je montre comment se connecter au bureau à distance une fois qu'on a activé le bureau. Donc là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus les paramètres de bureau à distance, c'est la connexion bureau à distance. Donc là, on fait entrer. Et ici, il demande l'adresse d'un ordinateur ou le nom de l'ordinateur. S'il a un nom particulier, on peut aussi utiliser son nom. C'est pas ça avec quand on était avec vos VM. Ouais, c'est ça. Oui. Donc là, par exemple, je sais pas, tu l'as activé là le bureau à distance ou pas? Oui, d'accord. Ok. Donc, je vais essayer pour vous montrer là, on va prendre le tien par exemple. C'est quoi ton adresse? C'est 192.168, ça c'est sûr. Comme ça, on va faire le 10.1. Non, ouais, 10.155. 10.155. Ouais, C'est bizarre. Normalement, le réseau il est en 0. Hein. Il est en 192.170. Attends, moi c'est 8. Ah, mais là, t'es. Non, c'est 192. 56. Oui, mais normalement, non, là, t'es sur la carte Ethernet ou t'es sur la carte VMware? Carte Ethernet. Ah, ok, c'est parce que t'as encore le truc de l'exercice. C'est pour ça. Du coup, t'es pas sur le même réseau. Repasse-le en DHCP, ta carte Ethernet. Là, t'es pas en DHCP, t'es en statique. Sur ma carte 5, je suis en classe B. Oui, donc là, la classe B, je vais voir si je l'atteins. Je suis pas sûr. 172.16. Normalement, là, j'ai pas. Celui-là, je devrais pas forcément y accéder. J'ai pas forcément fait de réglage. On va essayer. Si, là, j'ai pu y accéder parce que je suis directement. Voilà, et donc là, une fois qu'on a tapé la bonne adresse, il demande du coup un nom d'utilisateur et un nom de mot de passe. Donc là, étant donné que c'est l'ordinateur que vous avez créé, logiquement, je sais qu'il existe le compte admin avec le mot de passe classique. Donc là, déjà, si vous avez le moment où il vous demande de rentrer un mot de passe et un compte, ça veut dire que votre connexion est bien établie, déjà à la machine. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc là, je fais OK. Ici, en général, il va dire qu'il y a un problème de certificat. Il n'y a pas de souci, on répond oui.
Donc là, il me dit qu'il y a quelqu'un qui est déjà connecté sur la machine. Donc, je demande si je veux. Il précise bien qu'il sera déconnecté. Donc, est-ce que je veux me connecter? Oui. Et là, normalement, il a une demande de savoir est-ce qu'il autorise la connexion. Après, si personne n'est connecté sur la machine, vous n'avez pas ce message-là. Est-ce qu'on peut se connecter à plusieurs sur la même machine avec un serveur, non? Non, le RDP, tu peux pas te connecter. Enfin, Pas si de- tu peux, mais c'est compliqué à configurer. Donc là, j'ai été déconnecté. On va réessayer. Voilà. Il y a eu un petit bug, mais là, sur son écran, du coup, il a plus le. Il y a plus les. Ça, c'est sa machine physique. Oui, c'est la machine physique qui est Oui, ici, c'est là, la machine vidéo. de celle de Ilian. Non, non, là, c'est la machine physique directement. Mais c'est le même principe pour la machine sous VMware. Ça fonctionne de la même façon. Et donc là, du coup, je peux faire toutes les manipulations, mais lui, du coup, ne voit pas ce qui se passe. Donc, c'est l'inconvénient de ce système-là. Oui. Faut avoir l'adresse IP. Mais donc ça, tu peux l'avoir, par exemple, avec le GLPI. Si tu as les informations qui remontent automatiquement à GLPI avec le GLPI agent, eh ben, tu peux retrouver son adresse IP sans avoir besoin de lui demander. Ouais, mais s'il est pas en DHCP, les adresses IP peuvent être différentes. Même si c'est en DHCP. Parce que si tu configures par exemple que le GLPI client renvoie toutes les heures les informations, bah, tu sais que normalement l'adresse elle est à jour. Si elle n'a pas changé dans l'heure, normalement elle est à jour. Ouais. Non, si tu fais l'agent, normalement, enfin, si quand tu fais l'agent, tu peux lui demander de ne pas récupérer certains éléments, notamment l'adresse IP. Mais ça serait dommage parce que c'est quand même intéressant de l'avoir dans le GLPI, d'avoir ces informations-là. Ouais. Mhm. Comment ça se fait que j'ai pas activé j'ai pas lancé le VMware? Pourquoi ça apparaît? Parce que VMware crée de base deux cartes réseau virtuelles, deux cartes Ethernet virtuelles. C'est virtuel, elles sont pas. Là, je suis sur la machine physique. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est ces cartes-là qui vont faire la liaison entre VMware et ta machine physique, pour le NAT notamment. Comment je reconnais la carte? Normalement, c'est marqué, elle commence par marquer VMware ou elle se termine par VMnet, celles qui sont de VMware. Mais du coup, il faut renseigner le port avec la distance. Un VMnet. Là, du coup, par défaut, le port, c'est le 3389. Il va tester, si tu lui précises pas le port, il va tester directement le 3389. Là, ici, regarde là, Daniel. Daniel, regarde là. Du coup, tu vois, elle commence par VMware. Si elle commence par VMware, c'est que c'est des cartes virtuelles. Normalement, toi, elles doivent commencer par Ethernet. C'est ça que vous avez donné, c'était Ouais. 108, 50. D'accord. Mais là, c'est pour ça, c'est celle-là qu'il faut que tu repasses en DHCP pour être sur le bon réseau. Parce que là, tu es toujours dans le réseau de l'exercice qu'on avait fait, du plateau. Ah, Oui. comment je fais pour mettre en DHCP? Bah, comme tu avais mis là où tu avais été pour mettre en statique, et bah, Ici, là, oui. oui. Je vois. C'est juste que tu remets en automatique. Je force. Ouais. Bah, non, tu n'écris même pas, tu dis DHCP. Mais c'est le même menu qui te permet de passer de statique en DHCP et vice versa. Ouais, Et donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez des fois avoir pas mal de cartes réseau, parce qu'il crée une carte réseau en fonction de chaque VMnet que vous avez créé. Donc si vous créez des réseaux différents sur les 19, enfin sur les 20 VMnet, et bah du coup vous allez vous retrouver avec 19 VMnet, vous allez retrouver avec 19 cartes réseau virtuelles sur votre ordinateur. Et après ici, on a la carte Wi-Fi qui n'est pas connectée. Oui, mais justement, il ne faut pas que ça soit en statique. Donc voilà, ça c'était
du coup, pour activer et se connecter au bureau à distance. On le mettra en place dans un exercice un petit peu après. Maintenant, on va passer à VNC. Donc VNC, il y a plusieurs logiciels qui permettent de le faire. Moi, en général, celui que je montre, c'est Tight VNC. Mais après, vous pouvez en utiliser d'autres. Il suffit juste par contre que faut bien vérifier que le client et le serveur appartiennent bien à la même, au même programme. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple Real VNC Viewer et que de l'autre côté vous mettez Tight VNC Server, les deux ne vont pas communiquer ensemble. Si vous voulez que ça communique, il faut que de l'autre côté, ça soit Real VNC Server qui soit aussi installé. Donc, si vous essayez un autre programme, il faut bien faire attention à ce que ça soit les mêmes programmes qui vont avec. Parce que même si c'est le même protocole, ils n'ont pas forcément les mêmes méthodes de cryptage et d'authentification entre les deux. Donc ça fait que c'est pas compatible entre plusieurs logiciels. Donc moi du coup, c'est Tight VNC. Je vais vous mettre un peu plus gros. Et après, de toute façon, les autres programmes de VNC fonctionneront sur le même principe, c'est-à-dire ce qu'on appelle un principe de client-serveur. C'est-à-dire un client qui se connecte, enfin des clients qui se connectent à un serveur. Par exemple, comme on verra par la suite, le FTP, c'est une relation client-serveur. La VoIP qu'on va voir, c'est aussi de la relation client-serveur, parce qu'il y a un serveur qui envoie toutes les données, et après, c'est les clients qui sont connectés à ce serveur. Et voilà. Là, du coup, on va aller dans Download Tight VNC. Donc, ici, on va prendre l'installeur pour Windows 64. Et là, si on regarde tout en bas de la page, vous avez le lien du chemin et vous voyez qu'il est bien en MSI. Il vous propose que du MSI. Il vous propose même pas d'exe parce que souvent ils savent que ça va être utilisé pour mettre sur les serveurs et donc notamment dans les GPO. Donc là, on télécharge, il est très léger, hein, fait de mégas. Ensuite, on va le lancer comme tous les programmes. Donc là, c'est le message régulier qui vous dit que comme c'est un fichier exécutable, potentiellement, il peut y avoir un virus ou ça peut poser des problèmes si on ne sait pas d'où ça vient. Donc, bon, là, en l'occurrence, on sait que ce site-là, c'est le site officiel. Donc, il n'y a pas de problème, on peut faire OK. Donc là, normalement, il va se lancer. Allez, vas-y. C'est parce que là, il devait déjà être installé. A priori, il est déjà installé si tu as ça. Là, tu as repair, des trucs comme ça, c'est ça? Hein? Ah oui, donc, non, ça c'est. Voilà, donc attends que. Ok. Donc, là, je fais suivant.
Bon, forcément, j'accepte les termes de la licence, hein, pas le choix. Voilà, c'est parce que du coup, tu avais déjà avancé. Donc, typique, c'est le plus utilisé. Complète, c'est ce qu'il va utiliser un peu plus. Et là, on va passer juste dans le custom pour voir ce qu'il propose. Voilà. Ici, en fait, du coup, si vous le faites manuellement par ce biais-là, vous pouvez choisir si la machine ça va être une machine qui va servir en tant que serveur, c'est-à-dire c'est une machine sur laquelle vous allez vouloir vous connecter, ou si au contraire, ça va être une machine qui va servir uniquement à se connecter. C'est-à-dire, si c'est une machine qui va servir juste à se connecter, vous allez utiliser le TideVNC Viewer, vous n'allez pas installer le serveur. Si par contre, c'est une machine où vous voulez vous connecter, mais vous n'allez pas vous connecter à partir de cette machine-là à d'autres, vous mettez que le TideVNC serveur. Et si par contre c'est une machine qui va faire les deux, se connecter et pouvoir se connecter dessus, ouais, là c'est pour montrer en fait le custom, c'est pour dire qu'on peut choisir si on veut le rôle de la machine. Si on veut que ça soit du serveur ou du viewer, ou les deux. Bon là en l'occurrence, je vais mettre les deux. Mais c'est pour montrer que si on veut, on peut dire que les machines, on peut se connecter dessus, mais les machines ne pourront pas se connecter vers d'autres, si on ne met pas le viewer. Mais le plus important, c'est la partie effectivement serveur quand on veut se connecter dessus. Mais bon, là, je vais mettre en l'occurrence les deux. Donc là, c'est conseillé de le mettre en tant que service, système, parce qu'au moins, avec ça, on est sûr normalement que le serveur va démarrer avec Windows automatiquement. Si vous ne mettez pas ça, il y a des risques que le TideVNC serveur ne débarque pas en même temps que Windows. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de vous connecter, vous ne pourrez pas vous connecter, vous serez obligé de demander à la personne de lancer le programme avant. Donc là, on peut laisser les informations. Et on valide install. Oui. Hein? Ah, ça a coupé. Allô, allô. J'y arrive, attends. Donc là, bon, on accepte, on est sûr, donc on accepte. Donc là, attendez que j'arrive juste au même moment, je vais vous expliquer pourquoi il vous demande des mots de passe. J'attends juste qu'il me l'affiche aussi. Voilà. Donc là, en fait, il vous demande deux séries de mots de passe. Le premier, c'est pour le Remote Access, c'est-à-dire le mot de passe que vous allez mettre pour que vous allez devoir communiquer pour que la personne puisse se connecter à distance. Donc, effectivement, là, il faut toujours en mettre un. Parce que sinon, n'importe qui tape votre adresse IP va pouvoir se connecter dessus. Et ça va être la foire d'employé. Il y a une limite. Il y a une limite de longueur. Et après, le deuxième série de code qui vous demande,
c'est pour pour la gestion du serveur. C'est-à-dire les réglages, on va pouvoir changer le numéro du port, on va pouvoir changer le mot de passe et tout. Donc du coup, si vous avez mis un mot de passe pour la vision, il vaut mieux aussi mettre un mot de passe pour l'administration. Ça peut permettre d'éviter que s'il y a un gars qui clique un peu partout, il modifie des paramètres pour pouvoir se connecter sur le VNC. Et dans la théorie, normalement, vous mettez pas vous mettez pas forcément le même mot de passe. Mais vous pouvez mettre le même mot de passe. Et là, on peut faire finish. Et donc là, si on regarde les icônes du bureau, ici, on voit qu'on a le tile VNC service qui est là. Donc service, c'est le serveur. Une fois que vous l'avez repéré, vous allez cliquer dessus. Donc là, ça permet déjà de vérifier que vous avez bien le mot de passe pour l'administration, puisque du coup, il vous demande le mot de passe. Oui, mais là, tu y es, après, oui, c'est bon. Là, maintenant, je vais expliquer. Donc, ici, là, c'est tu. En fait, ici, il faut chercher le petit V là dans les icônes. Ça peut être dans les icônes masquées, hein, des fois. C'est pas forcément dans les icônes visibles par défaut. Je vous montrerai aussi comment éventuellement mettre les icônes, ces petites icônes-là, les mettre visibles par défaut s'il y en a que vous voulez voir directement. Donc c'est bon, tout le monde a trouvé cette option-là, ces options-là. Okay. Donc ici, vous voyez le port sur lequel vous allez récupérer les connexions. C'est-à-dire sur quel port les gens vont utiliser pour pouvoir se connecter. Donc ensuite, on peut changer les mots de passe de connexion. Hein, là, normalement, dans les icônes, des fois qui peuvent être cachées en bas, là, tu vas trouver le V. Icône en V, normalement. Là. Et après, tu cliques dessus. À droite. Voilà. À côté de l'enveloppe. Donc, ensuite, on voit qu'on peut accepter ou pas le transfert de fichiers. Donc, c'est mieux de le garder parce que si on a besoin d'envoyer un fichier, un programme ou un script à exécuter sur la machine sur laquelle on se connecte, c'est mieux de le laisser. Comme ça, on peut le faire directement à l'intérieur de VNC. Là, ça c'est conseillé de le mettre. C'est juste pour la sécurité, on va dire, des gens. Ça permet de faire en sorte que le fond d'écran disparaisse. Comme ça, les gens voient que s'il n'y a pas le fond d'écran, leur fond d'écran, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur leur machine. C'est une indication visuelle assez rapide pour les gens pour savoir si quelqu'un est connecté sur leur machine. Parce que par défaut, au VNC, vous n'avez pas d'information qui dit comme quoi vous êtes connecté sur la machine de la personne. Là, a priori, on peut du coup pouvoir se connecter via le RDP. Il va connecter en 3389 par défaut. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais testé avec cette façon-là. Je différencie les deux. Mais a priori, on devrait pouvoir se connecter via le protocole RDP aussi à partir de VNC. On peut savoir si Le RDP.
Ce qu'il y a, c'est que normalement, s'il est en RDP, ça devrait te déconnecter ta session. Mais si tu te connectes en VNC, c'est pour ça qu'on laisse le hide de desktop wallpaper. Sinon, tu sais pas si quelqu'un est connecté si tu coches pas ça. Enfin, sauf si tu vois ta souris qui bouge toute seule ou quoi. Mais je veux dire, si la personne ne bouge pas la souris de l'autre côté ou quoi, enfin, quand elle est sur ton écran, bah, tu le sais pas et elle peut observer ce que tu fais. Ça, c'est l'interface de avec l'USB, Serveur. Oui, là on est sur la partie serveur. C'est la plus importante à régler, même si en général on ne change pas forcément beaucoup de réglages. Donc, il peut gérer les drivers 3D s'il y en a. Après, le reste. Là, par exemple, si on fait bloc remote input et tout, là, ça veut dire qu'on verra juste la machine. On ne pourra pas donner d'informations à la machine. Sauf si on coche la dernière, no local input, ça veut dire qu'on ne peut pas donner d'informations. La personne ne devrait pas donner d'informations. Mais bon, en général, ça, on n'y touche pas. Extra port, c'est on peut déterminer des ports supplémentaires. Mais bon, là, c'est des trucs un peu plus avancés. Un truc un peu plus précis. Il n'y a pas spécialement besoin. C'est pour dire que, par exemple, on peut, si on fait un autre port, on peut l'affecter le port à une région spécifique de l'ordinateur. C'est-à-dire que si par exemple vous vous connectez à un serveur que vous savez que l'application elle est bien en premier plan et qu'elle est sur une certaine résolution, on peut indiquer la résolution et l'emplacement de la fenêtre. Mais bon, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment sur des trucs plus précis. Vous allez vous connecter directement à l'écran complet et prendre le contrôle de la machine. Des fois, là où c'est un peu plus complexe, même si c'est pas impossible, c'est quand la machine a 2 écrans sur lesquels vous connectez. Il y a des petits switches à faire. Contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un bouton. C'est possible qu'on le croit souvent, ça, des gens qui ont 2 écrans. Mais après, ça dépend de l'interface. Là, j'ai un doute sur celle-ci. Je sais plus si celle-ci, elle met les 2 écrans côte à côte et il faut faire défiler, ou s'il y a un bouton qui permet de passer de l'écran 1 à l'écran 2. Ça va dépendre un peu du logiciel aussi. Donc c'est pas impossible, hein, ça se fait. C'est juste que la gestion, il y a une petite gymnastique à faire pour passer de l'un à l'autre. Donc le contrôle d'accès ici, on peut dire les adresses IP qui seront autorisées. Par exemple, si je fais 192.168.0.254, elle sera acceptée. Et après, on peut mettre des plages qui vont être acceptées ou refusées pour se connecter au VNC. Ce qui peut limiter le fait que tout le monde se connecte dessus. Après, on a la vidéo. Ouais. Non, là si tu mets rien, il laisse passer. Ça c'est pour détecter la vidéo. Donc non, administration. Donc là, c'est pour bien être sûr si on veut retirer ou changer le mot de passe de l'administration. Donc là, voilà, c'est là que par contre que ça peut jouer. C'est celui qui s'appelle Session Sharing. Par défaut, il déconnecte les autres clients qui étaient connectés pour lui prendre la place.
C'est-à-dire que contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce réglage par défaut, on ne peut pas se connecter à plusieurs simultanément sur la machine. Si on veut le faire, faut le mettre sur la première session, Always Treat Connection as Shared. C'est-à-dire qu'il va ajouter des nouveaux clients et il va garder les anciennes connexions. Donc par défaut, c'est pas réglé pour le multi-utilisateur. Mais il peut le faire. Après, si vous utilisez un autre programme, je ne dis pas que ça ne sera pas activé par défaut. Oui. Oui. Non, il voit l'écran comme le premier. Potentiellement, il peut interagir aussi. Donc c'est pour ça que là, ils préfèrent dire qu'il n'y a qu'un seul qui peut se connecter. Parce que sinon, si vous êtes 5 dessus, 5 qui bougent la souris, bah du coup, ça va être le bazar. Mais c'est quand même faisable. Voilà, ça c'était du coup les réglages. Par contre, c'est bizarre, c'est que... Non, il me semblait avoir vu... Ah non, c'est côté client, la qualité. Donc voilà, là je referme ça. Là, on a fait les réglages pour le serveur. Maintenant, je vais taper View, V-I-E-W. Et là, vous allez trouver TideVNC Viewer. Hein? Oui, là, tu veux juste OK. Voilà. Et ça, du coup, c'est la fenêtre côté client, c'est-à-dire à partir de là où on va se connecter. Donc ici, on a quelques options. Bon, l'encodage, on peut le laisser comme ça. Et ici, vous voyez, c'est la qualité des images. Donc plus elle est haute, plus ça va consommer, donc moins ça risque potentiellement d'être fluide. Par contre, si tu mets pour, ça va être fluide, mais ça va être moins clair les images. Donc c'est là que, en fonction du résultat que ça donne quand vous connectez, bah, vous pouvez jouer d'un côté ou de l'autre. Normalement, c'est surtout ça que vous allez régler. On peut désactiver le transfert du clipboard du presse-papier entre la machine cliente et la machine serveur, mais c'est pas nécessaire. Après ça, c'est des gestions du curseur, normalement il n'y a pas besoin. Et là c'est échelle. En fait là c'est surtout c'est pour surtout la qualité d'image que vous allez interagir ici. Okay. Là, j'ai un doute sur celui-là. Ok, ça c'est les connexions qui... Là j'ai été dans configure en bas. C'est pour montrer le nombre de configurations, le nombre de serveurs sur lesquels vous êtes connecté, les 32 derniers. Et après, c'est le login si vous voulez faire activer les logs du VNC. Par défaut, ils ne sont pas activés côté client. Voilà. Donc ici, bah, je vais mettre l'adresse d'un ordinateur. Si quelqu'un veut m'en donner un pour montrer. Qui veut me donner son adresse IP là? Non.
Alors, c'était à combien? 172.16.01, c'est ça? Ouais. 0.1. 0.1. Ouais, c'est étonnant, j'ai donné ça. Ah oui, je pensais qu'elle était utilisée par autre chose dans ma configuration, mais a priori non. Et là, c'est le DHCP qui t'a donné ça. Ouais. Ouais. Bon, voilà, il doit y avoir un truc quelque part alors. Parce que normalement, il était censé donner sur 172.16.1. Ouais. Bon, c'est pas grave. Et le password, t'as mis l'habituel? Non, soleil. Ah. Non, je crois qu'ils sont connectés. Connexion rejetée. Bon, il voit, mais il arrive pas. Donc, viewer. Bon, on va essayer un autre, sinon. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai accès à sa machine. Par exemple, si je prends le CMD, je peux faire un IP config. J'ai accès à toute la machine. Le truc, c'est que du coup, l'affichage, on voit qu'il est un peu petit, donc des fois, il faut négocier avec les. Mais là, tu es connecté en tant qu'admin Là, je suis connecté sur sa session en tant qu'il est. Si c'est pas une session admin, je suis pas admin. S'il est sur une session non admin, mais par contre, là, on voit il a quand même toujours la main dessus. Ah ouais? Là, s'il tape des choses, bah, il va pouvoir taper. Attends, mais c'est-à-dire, lui, il peut faire des mises à jour, il y a des fenêtres, et toi, travailler sur autre chose. Ouais. Bah, non, là, par exemple, je travaille sur sa machine. Enfin, on va dire qu'il a un problème sur sa machine. Là, je peux accéder à toute sa machine pour pouvoir régler les choses. Donc, tu veux travailler en même temps, du coup. Oui. Bah, en général, du coup, faut pas qu'il bouge la souris non plus, parce que sinon, Sinon, je crois que c'est moi qui ai la priorité d'ailleurs. Vas-y, bouge la souris. Ouais, quand je bouge, ça revient. C'est moi qui suis connecté qui a la priorité. Oui, il y a une seule souris qui peut bouger. Et là, par exemple, si je reviens sur le bureau de sa machine, on voit que son écran est noir. Donc là, ça veut bien dire que je suis connecté. Son fond d'écran il est devenu noir, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté au VNC sur sa machine. Quand je vais me déconnecter, et bah, du coup, son fond d'écran va revenir comme il est d'origine. C'est une option qui permet de savoir si on est connecté ou quoi. Mais pourquoi l'affichage n'est pas. C'est juste que là, du coup, après, il faudrait que je passe en plein écran pour que ça se mette proprement. Par contre, si vous mettez en plein écran, il ne faut pas oublier le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-F pour ressortir du plein écran. Et là, même plein écran, on voit qu'il n'est pas. La résolution n'est pas pareille. Après, c'est aussi, je pense que ce qui joue, c'est que moi, l'écran, pour que vous voyez un peu mieux, j'ai zoomé mon écran. Donc ça fait qu'il y a une différence de résolution entre les éléments. C'est pour ça qu'il y a des ascenseurs qui sont présents. Si par contre dans l'ergonomie de la machine physique, j'avais pas agrandi, là j'aurais pas d'éléments. Et donc là, je peux tout faire, je peux lancer différents programmes. Je peux aller dans les menus, je peux arrêter sa machine. Mais sauf que là, lui, il voit là, en l'occurrence, par contre, tout ce que je fais. Donc si par exemple, je lui demande d'ouvrir un fichier
un fichier PDF qui pose problème, par exemple, et comme du coup ce fichier-là, bah, je sais pas où il est, au moins il peut tout de suite reprendre la main et aller ouvrir le fichier. C'est l'intérêt quand même du VNC, c'est qu'au moins la personne voit ce qu'on fait, et si on a besoin de lui de faire des tests, on n'est pas obligé de se déconnecter, que lui se reconnecte et vice-versa par rapport au RDP. Mais potentiellement, la qualité d'affichage peut être plus faible. Là, on voit par exemple que c'est un peu plus flou, c'est un peu moins net les textes. Et là, après, bon, je vais opter Alt Shift F. Ici, je peux envoyer CTRL Alt Sup sur sa machine directement. Donc, je peux tout faire comme si j'étais physiquement sur sa machine alors que j'y suis pas. Là, par exemple, maintenant, si vous l'avez ou quoi et que du coup on a mis un truc par défaut et que vous avez un problème sur votre machine, si je voulais maintenant, je pourrais ne plus me déplacer, rester à ma place. Et je me connecte avec le VNC pour voir ce qui se passe. Par exemple. Voilà. Et après, quand on a fini, on ferme la fenêtre de VNC. Et là, normalement, son fond d'écran, il est revenu à la normale. Donc ça montre bien qu'il n'y a plus personne qui est connecté en VNC sur sa machine. Voilà. Ça, c'était la deuxième méthode, celle par VNC. Donc vous voyez qu'elle n'a rien de bien méchant à mettre en place. Mais c'est juste qu'il faut bien mettre un mot de passe pour l'accès au serveur, pour éviter que n'importe qui ait l'adresse et puisse se connecter dessus sans mot de passe. Il y a des grosses différences avec l'autre VNC Viewer. VNC Viewer, en fait, c'est lui qui permet de se connecter au serveur. Et je sais qu'il y a un autre qui fait la même chose, mais c'est pas de VNC. Après, il y a Real VNC, il y a Tiger VNC, enfin il y en a d'autres. Hein. C'est la même chose. Le principe reste le même. Peut-être qu'eux, ils disent peut-être pas le port 5900 par défaut. Ils ont mis un autre port par défaut, mais logiquement, normalement c'est 5900 qui est en général utilisé par défaut. Mais après, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a plusieurs programmes qui le font. Il faut juste que le serveur et le client soient de la même marque. Normalement, il y a aussi un port si on veut pas qu'il voit ce qu'on fait. C'est possible. Après, il y avait un autre port, c'était le 5500 aussi qui était configuré. Je crois que normalement, il y a un port pour pas voir. Oui. Mais bon, c'est pas l'intérêt en général du VNC. Ou alors c'est peut-être là la connexion en RDP qui permettait de le faire. C'est un écran d'affichage que tout le monde voit et qu'il y a un problème sur le PC qui contrôle l'écran. Si tu veux pas qu'on voit ce que je fais, il faut faire ça 902. Ouais, après c'est pour ça qu'ils disent qu'on peut utiliser plusieurs ports. Donc en fait, si tu paramètres un autre port avec une autre zone d'affichage, éventuellement d'un pixel par un pixel, bah, du coup quand tu vas activer le port 5002, en fait l'affichage ça sera juste un pixel. Donc en gros tu verras plus l'écran, puisque tu verras un écran mais d'un pixel. Donc du coup les gens verront plus ce qui se passe. Si tu as besoin de régler un autre truc pendant ce temps-là, ou de camoufler quelque chose. Mais c'est pour ça que c'est une version peut-être un peu avancée, des arrangements, des configurations un peu avancées. C'est pour ça qu'il y avait marqué, comme j'ai dit, qu'on peut configurer plusieurs ports. Voilà. Ça, du coup, c'était le taille VNC. Maintenant, on va passer au troisième. Donc le TViewer. Donc là, on va aller sur Internet. On va taper TeamViewer.
Et là, on va essayer de trouver télécharger gratuitement. Oui. Oh. Nordine, Derman, bonsoir. On écoute. Merci. Oui. Oui. Pour pas que une adresse se connecte, c'est ça? Ah. Tu peux essayer d'accéder au serveur et d'essayer de le fermer. Après, des fois, c'est pas toujours. Sinon, tu peux faire Alt F4 pour te déconnecter. Et tenter de le faire s'il te laisse le temps. Sinon, tu coupes, t'enlèves le câble réseau. Donc là, on va aller dans télécharger gratuitement sur TeamViewer. Donc là, ici, il vous montre une différence entre les prix et tout par rapport à l'utilisation et à ce qu'on peut faire avec. Donc, par exemple, avec la version gratuite, on ne peut pas faire de transfert de fichiers. On va pas pouvoir réveiller la machine à distance quand on va vouloir se connecter si elle était envahie. Donc là, du coup, il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire, mais on peut quand même faire pas mal de choses déjà. Donc là, on va faire télécharger maintenant. Et après, vous allez voir que ici, il vous propose plusieurs possibilités de téléchargement. La première, c'est le Quick Support. Ça, le Quick Support, c'est la façon où en fait on va être le client qu'on veut dépanner et on va lancer ce programme-là pour avoir une connexion possible. Oui. Là, attends, je vais finir d'expliquer. Donc le Quick Support, en général, c'est... Allô, allô, vous pouvez écouter, merci. Donc le Quick Support, c'est celui qu'en général on met sur les machines clientes, c'est-à-dire sur les machines sur lesquelles on va se connecter pour faire de l'assistance. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir tout le programme, ils ont juste besoin d'avoir le support. Parce que on va juste se connecter. Le support va permettre de faire la connexion vers ces machines-là. C'est l'équivalent du TideVNC serveur. Par contre, si on veut nous se connecter vers une machine, il faut prendre le full client. Donc là, moi, je vais télécharger le full client. Et vous, théoriquement, si vous êtes en position de support, vous allez prendre, vous, le Quick Support. Donc, on va essayer ça. Moi, je télécharge le full client. Vous allez prendre le support. Je vais le faire aussi, comme ça on verra l'installation en même temps, j'aurai les deux. Donc une fois que c'est téléchargé, on clique dessus. Donc j'accepte la code. Voilà. Non, ça c'est la session, c'est aussi on veut le faire connecter à un endroit spécifique. Là, ce qui nous intéresse dans le Quick Support, c'est d'avoir l'ID et le mot de passe. Donc ça, c'est le côté où moi je veux me connecter. Là, c'est moi qui veux avoir de l'assistance quand on est comme ça. Donc ça, pour l'instant, je vais le fermer et je vais installer maintenant le client complet. Vous prenez par exemple, on va faire le cas où vous, c'est les clients que je veux dépanner. Donc vous prenez le support.
Voilà. Et moi, je vais prendre le full client. Parce que c'est moi qui vais vouloir me connecter. Donc j'installe avec les paramètres par défaut. On fait comme vous ou on garde? Vous pouvez mettre aussi l'autre quand même, du coup en parallèle. De toute façon, ça vous servira tout à l'heure pour potentiellement pour des exercices. Le full client. Pas démarrer les points de temps. Non, faut fermer le support pour pouvoir lancer l'installation du full client, effectivement. L'installation, elle part par défaut. Oui. Après, pour les paramètres avancés, c'est plus ou moins si vous avez des réglages spécifiques avec des proxys ou des choses comme ça. Bon, là, après, il affiche les nouveautés. Bon, on fait OK. Alors là, après, ça va dépendre, parce que moi, je l'ai modifié. Il est possible que vous n'arriviez pas sur cette interface, quand c'est installé. Si vous êtes sur l'autre interface, enlevez l'interface, elle n'est pas terrible. Normalement, si vous êtes sur la nouvelle interface, vous devez avoir une icône en haut à droite pour désactiver. Non? Oui. Faut pas, oui, c'est ça. Quand vous allez enlever la nouvelle interface, il va vous demander de redémarrer le programme. Oui. Et donc, normalement, là, maintenant, si j'ai quelqu'un qui a lancé le support, par exemple, là, par exemple, je suis au service client, j'ai quelqu'un au téléphone, je veux lui prendre la main dessus, je lui demande de lancer du coup le TeamViewer support, et là, il va me donner son numéro de session, si quelqu'un veut bien m'en donner un. Non, tu mets pas paramètres avancés. J'ai dit paramètres par défaut. Oui, c'est faire suivant, ça se trouve, ça va suffire. Non, quand tu lances le support, il va t'en générer un automatiquement. Ouais, c'est l'ID en bas du support. Ouais. Donc, vas-y, dis-moi le tien par exemple. Ah, t'es dans le support là, c'est ça? Ouais, donc tu as peut-être un bouton de rond pour rafraîchir. Parce que le Quick Support, c'est effectivement un numéro qui est généré temporairement. Ouais. Vas-y, du coup, Ilias. Déjà, tu me donnes l'ID. 107 835 491. Donc, là, j'ouvre une session. Ah, c'est vrai qu'ils ont changé ça. Maintenant, il faut un compte pour se connecter. Alors, il faut juste que je me connecte. Alors, pas sur ma fenêtre. Juste que je me connecte. J'ai oublié le mot de
passe. C'est vrai que maintenant ils ont renforcé le truc, maintenant il faut une... Il n'y a pas moyen de... créer un compte. Donc c'est vrai que maintenant il faut un compte pour pouvoir se connecter, ils ont renforcé un peu des sécurités. Et là j'ai oublié mon compte à l'instant T. Mais le principe du coup, c'est que vous avez un ordinateur, celui qui va prendre la main, qui va être avec le full client, et l'autre personne va avoir juste le quick support, ce qui évite justement de mettre une adresse mail et de connecter un compte sur chaque ordinateur. Et en plus, le numéro du coup d'ID et de mot de passe est défini temporairement à chaque fois qu'on lance le quick support. Donc ça fait que même si la personne vous donne le mot de passe et la session et que quelqu'un l'intercepte, et ben, comme c'est temporaire, dès que vous avez fini l'intervention et que la personne a refermé le quick support, la connexion ne sera plus disponible. Et quand elle va le relancer, l'ID et le mot de passe seront périmés. Donc même si quelqu'un intercepte les choses, et ben du coup il y aura pas de souci. La machine sera protégée puisque c'est temporaire. Alors que par contre le full client, lui l'ID reste le même tout le temps. Par contre le mot de passe va changer lui régulièrement. Ou on peut lui fixer un mot de passe spécifique. Mais là du coup, oui, c'est vrai qu'ils ont renforcé les choses, donc on peut plus. Maintenant, il faut un compte gratuit, mais il faut quand même un compte pour s'identifier, pour pouvoir se connecter à TeamViewer. Donc là, effectivement, à l'instant T, j'ai oublié le truc. Mais après, vous arrivez comme sur VNC, vous avez accès à la machine. La seule différence, c'est que déjà le fond d'écran aussi disparaît, il devient noir à la place. Et ici, par contre, contrairement à VNC, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de dire les personnes qui sont connectées dessus. Vous voyez le nombre de TeamViewer qui sont connectés sur votre machine directement. Et vous pouvez bloquer aussi qui a droit ou pas d'accéder à la souris dans TeamViewer. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 5 personnes qui se connectaient au TeamViewer simultanément. Vous pouvez dire par contre qu'il n'y a qu'une seule des sessions de TeamViewer qui va pouvoir se connecter, qui va pouvoir utiliser la souris. Ce qui peut permettre d'éviter d'avoir que les 5 déplacent la souris et tout en même temps et que du coup on ne sache plus qui gère quoi. La différence par contre, je crois que chaque souris a son numéro d'ID du coup, et du coup on voit la souris qui se déplace. Donc le principe reste le même, il y a quelques subtilités qui permettent du coup d'éviter des interférences entre les personnes. Bon, après, en théorie, normalement, vous n'êtes pas censé avoir 5 personnes qui se connectent sur la même machine par le TeamViewer. C'est pas logiquement son but. Mais potentiellement, ça peut arriver pour une réunion et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire les choses. Est-ce que du coup il y a des questions sur les différentes façons là d'accéder à distance? Ouais, bah là du coup faudrait juste créer un compte. Là je rechercherai mon mot de passe tout à l'heure après avoir mangé, mais après avoir mangé là quand vous revenez vous créerez un compte TeamViewer gratuit. Bureau à distance, oui, après on peut parfois on peut bloquer. Faut juste repérer TeamViewer, qu'est-ce qu'il a mis comme port. Mais effectivement, là, si je cherche dans le pare-feu, je vais trouver une règle de TeamViewer que je peux bloquer. Par
pareil pour le VNC. Bah, VNC, de toute façon, on sait que c'est le 5900. Donc du coup, comme on connaît son port, on peut plus facilement le bloquer. Parce que c'est toujours le blocage qui prend la priorité. Du coup, là-dessus, est-ce qu'il peut passer par le port 443, par exemple? Je ne sais plus s'il passe par un port particulier ou s'il a un port spécifique. Mais je sais que normalement, il fait forcément une règle dans le pare-feu. Donc la règle, on peut la retrouver et la bloquer. Et vérifier éventuellement comment il passe. Là, on peut aller voir logiquement. Mais du coup, rien ne nous empêche de le paramétrer en 443, par exemple. Non, parce qu'ici, je ne crois pas qu'on puisse paramétrer dans ces options le port. Son port, bah, peut-être qu'il affecté à compte. Est-ce qu'il parle de port ici? Ça, c'est les comptes. Ça, c'est le mot de passe. Règle de connexion. Là, c'est les options pour gérer les qualités. Ça, c'est pour les réunions. Après, si on ne le fait pas là, on peut très bien faire une règle de redirection de port. Oui, mais après, lui, il faut connaître son port vers lequel rediriger. Parce que si là, on ne peut pas rebouger, on peut le modifier. Mais là, non, j'ai pas son port à l'instant T. Peut-être là, dans les options avancées. Ça, c'est pour vérifier les mises à jour. Serveur, viewer, donc là on peut gérer le serveur, pilote VPN, ça peut être compatible avec VPN. Oui, attends. Non, là j'ai pas le port ou par quel biais il passe. Oui. Le serveur, le client. Oui. En fait, là en bas, du coup, tu as l'option tu vois les machines connectées. Donc, si tu peux cliquer dessus pour enlever la machine connectée. Mais là, on le refera tout à l'heure avec un compte où je ferai un compte spécifique que je vous passerai pour tous. Je vais voir, je vais réfléchir. Là, de toute façon, on va déjà faire là. On va déjà les manger. Ah oui, attendez, je vais vous remettre le code. Je vais garder de côté. Avec le code aussi ou pas? Non. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas signé tout à l'heure, là, utilisez le code parce que ça va marcher. Ok, vas-y. En vrai, bon, il me propose même pas de signer avec le QR code, hein. Il marque juste présent. Quand tu scannes le QR code avec l'application, ça marche pas. Non, il me propose même pas de scanner. Bon. Je sais pas, après, si tu scannes juste avec ton appareil photo, il te dit quoi? Ouais. Oui. C'est pareil, tu auras l'affichage de celui qui est connecté et tu pourras cliquer dessus pour le fermer. Du coup, ça se passait comme il n'y a pas d'upgrade sur celui qui pas le script